On écoute le président. Je veux ici rendre hommage aux gouvernements successifs, à nos parlementaires qui ont mené un travail remarquable dans des conditions souvent difficiles. Mais beaucoup de choses ont été faites, des décisions prises, des textes passés utiles au pays. Toutefois, soyons lucides, cette situation a rendu l'action moins lisible et ne nous a pas permis, hélas, de bâtir des coalitions durables malgré tous les efforts déployés et que je veux saluer. À cela s'est ajoutée l'attitude en particulier de certains députés de la France insoumise qui a créé un désordre parfois constant dans le Parlement, à l'Assemblée, inquiétant pour les Français qui, très souvent d'ailleurs, ne se retrouvaient plus dans nos institutions. Enfin, les parlementaires, là aussi nous devons être lucides, devenaient difficilement tenables, les oppositions ayant dit plusieurs fois leur volonté de voter une motion de censure à l'automne. J'ai donc pris acte d'un blocage qui conduisait inéluctablement à empêcher le gouvernement d'agir, ce qui devenait dangereux pour la France. Ensuite, il y a le vote de dimanche. Et donc le vote aux élections européennes de dimanche soir qui a été clair. Alors c'est un vote sur l'Europe, et je l'ai toujours dit, la conclusion est d'abord sur l'Europe. Mais les suffrages exprimés ont placé les forces d'extrême droite à près de 40% et les extrêmes à près de 50%. C'est un fait politique qu'on ne saurait ignorer. Nos compatriotes ont exprimé par là leurs inquiétudes sur les questions de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat. Ils ont dit l'émotion ressentie face aux drames qui ont émaillé l'actualité, la difficulté à s'en sortir, même quand on travaille. Et donc des difficultés très quotidiennes, une colère, parfois un ressentiment. Dans les villes moyennes et les campagnes, ils ont clairement dit leur sentiment aussi de ne pas être écoutés, respectés, leur difficulté à avoir accès à des services de base. À tous ces messages, nous ne pouvons rester indifférents ou sourds et nous devons apporter une réponse démocratique. C'est pourquoi la réponse, à mes yeux, ne pouvait pas procéder par des changements de gouvernement ou des coalitions, d'ailleurs, qui n'étaient pas possibles au Parlement. Et les derniers jours l'ont très clairement montré. Mais elle imposait une dissolution qui permet seule la clarification des choses. Parce que nous sommes à un moment où notre pays doit relever nombre de défis et ne saurait être bloqué par les extrêmes, et parce que c'est un acte de confiance dans notre peuple, dans la démocratie, dans l'esprit républicain, dans notre bon sens national. Et donc le retour au peuple souverain est à mes yeux, dans ce contexte, la seule décision républicaine. Ce moment est celui de la clarification, et à mes yeux un moment historique pour notre pays. Dimanche, j'ai en effet souligné que les élections législatives devaient se tenir dans la clarté des choix proposés. Et nous y sommes. Depuis dimanche soir, les masques tombent et la bataille des valeurs éclate au grand jour. C'est aussi, je dirais, une épreuve de vérité entre ceux qui choisissent de faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France. Ce que nous avons vu ces derniers jours est clair. La droite républicaine, tout au moins celui qui en a la charge, vient de faire pour la première fois alliance avec l'extrême droite. Et je dis bien l'extrême droite en parlant du Rassemblement national, car ses dirigeants continuent de dire qu'il y a des vrais et des faux Français, continuent d'envisager de réduire la liberté de la presse ou de rejeter l'état de droit. La droite, donc, et tous ceux qui ont suivi le président des Républicains, M. Ciotti, tournent ainsi le dos, en quelques heures, à l'héritage du général de Gaulle, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Du côté de la gauche républicaine et ses dirigeants, qui avaient exprimé, semblait-il, des choix clairs durant cette campagne européenne sur la social-démocratie, l'économie sociale de marché, l'Europe, vient de s'allier avec l'extrême gauche
qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Les choses sont donc simples aujourd'hui. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme. Sur les retraites, pense-t-on une seule seconde que M. Ciotti, qui voulait aller plus loin que le gouvernement et porter à 65 ans l'âge légal, va gouverner avec M. Bardella, qui promet depuis des années aux Françaises et aux Français, avec Mme Le Pen, de revenir à 60 ou 62 ans, on ne sait plus très bien. Sur les finances publiques, pense-t-on que M. Ciotti et les Républicains qui le suivent, qui expliquaient jusqu'alors que, y compris la majorité présidentielle, était trop laxiste et qu'il fallait consolider plus vite nos dépenses publiques, va gouverner avec le Rassemblement national, dont le programme a été chiffré de manière indépendante par un coût d'au moins 100 milliards d'euros par an pour nos contribuables. Quelle est, sur ces choses essentielles de la vie, la cohérence et ce qui unit ces gens pour gouverner? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit demain. De l'autre côté, que vont décider les députés socialistes, sociodémocrates qui font alliance avec les députés de la France insoumise sur la question de l'aide à l'Ukraine? Les uns veulent aider l'Ukraine, les autres veulent aider la Russie. Que vont-ils décider sur le Proche-Orient? Que vont-ils décider sur les valeurs de la République et le rapport au Parlement? Que vont-ils décider sur le nucléaire et l'énergie? Sur chacun de ces sujets essentiels, et je pourrais égrener la liste, ils pensent le contraire. Ces alliances sont des bricolages d'appareils, mais en aucun cas des majorités pour gouverner. De l'autre côté, se présente le bloc central, progressiste, démocratique et républicain. Ce bloc qui unit des familles politiques qui ont chacune leur identité, a appris à travailler depuis 7 ans ensemble. Il est uni et clair dans son rapport à la République, à l'Europe et sur ses priorités. Il est le socle d'un projet de gouvernement cohérent, je le crois, utile au pays. Nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas tout bien fait, mais nous avons des résultats. Nous avons protégé les Français face aux crises et surtout, nous saurons agir pour réindustrialiser le pays, aller vers le plein emploi, renforcer nos services publics, accélérer la transition énergétique, garantir l'unité du pays en luttant contre toutes les forces de haine, rejeter la brutalisation du débat public, aider l'Ukraine, bâtir l'Europe, répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain de nos compatriotes. Cette majorité présidentielle actuelle, je souhaite que ses dirigeants puissent aller dialoguer avec des personnalités et des forces qui n'en sont pas membres aujourd'hui. Je souhaite avant tout que le 30 juin et le 7 juillet, les Françaises et les Français puissent élire un maximum de députés de la majorité présidentielle. Mais j'ai le souhait que se rassemble le moment venu, avant ou après, les femmes et les hommes de bonne volonté qui auront ensemble su dire non aux extrêmes, mais qui se mettront en capacité de bâtir un projet en commun, sincère et utile au pays. D'ici à l'élection, et une fois l'élection passée, nous pourrons, je dirais même que nous devons et nous devrons, avoir un dialogue exigeant, constructif et ouvert, et réfléchir à la meilleure manière de servir la France ensemble. Je dis ici rassembler et non rallier, car je sais aussi les désaccords qui existent sur tel ou tel sujet avec l'ensemble de ces responsables ou de ces formations politiques. Je suis convaincu que des sociodémocrates, des radicaux, des écologistes, des démocrates chrétiens, des gaullistes, et plus largement que beaucoup de nos compatriotes et de responsables politiques qui ne se reconnaissent pas dans la fièvre extrémiste, qui se retrouvent autour de quelques axes clairs que porte la majorité actuelle, peuvent travailler avec ces dirigeants et bâtir un projet nouveau, une fédération de projets.
pour gouverner, pour agir au service des Français et pour la République. Pour cela, il faut essayer d'être clair sur l'idéal qu'on poursuit et les quelques axes prioritaires, et sur une méthode. C'est ce que je veux ici m'employer à faire. Premier élément de vision commun autour desquels à la fois la majorité va s'inscrire dans les prochaines semaines et aussi ouvrir, discuter, c'est la protection de nos valeurs républicaines et par cela la protection même de nos compatriotes. Je le disais, la montée de l'extrême droite doit être entendue dans le message qu'elle envoie. Beaucoup de nos compatriotes qui se sont exprimés nous ont dit leurs doutes profonds sur ce que nous sommes en train de devenir. Et l'inquiétude existentielle, le sentiment de dépossession qui est le leur, le sentiment parfois de ne pas être assez écouté ou considéré. La lutte contre ce sentiment de dépossession suppose d'abord une fermeté accrue vis-à-vis de tous ceux qui considèrent la citoyenneté française comme une somme de droits à la carte. Elle implique aussi des devoirs et des engagements pour la nation. Elle implique, ce faisant, plus d'autorité républicaine pour s'en assurer. Alors, beaucoup a été fait. Ce n'est pas le lieu ici, j'y reviendrai dans les questions si besoin était de le redire, mais recrutement de policiers, de gendarmes, de magistrats d'une manière inédite dans notre histoire contemporaine, loi contre le séparatisme, lutte sans merci contre le trafic de drogue, loi sur l'immigration. Mais force est de constater que tout cela n'a pas été assez vu, senti, compris par nos compatriotes. Nous devons donc d'abord, de manière implacable, continuer d'agir pour plus de sécurité, plus de fermeté. Mettre en œuvre les lois qui ont été votées, comme nos textes européens, pour réduire l'immigration illégale, prendre des décisions aussi simples du quotidien, comme la reprise en main par l'État et le meilleur contrôle de la question des mineurs non accompagnés, qui, dans tant de villes, sont un problème de sécurité. Répondre avec aussi plus de fermeté à la montée de la violence des mineurs, qui mine la cohésion nationale, avec des mesures là aussi claires et radicales qui sont en train d'être préparées. Et répondre à ce sentiment qui existe d'impunité, par une justice dont on a augmenté les moyens, mais qui doit aussi aujourd'hui répondre avec des peines plus rapides, plus sûres, plus lisibles. Ça fait partie des réformes indispensables que nous devons prendre. L'autorité républicaine, donc, à tous les étages, avec des éléments très clairs que je viens d'évoquer, qui est le renforcement d'un axe régalien. Mais je veux ici le dire avec beaucoup de clarté. Ce que nous proposons, c'est plus de fermeté, mais dans le cadre de la République et de ses valeurs. Et c'est aussi cela qui nous oppose aux deux blocs que j'évoquais aux deux extrêmes. Ce qui est proposé aujourd'hui par l'extrême gauche, c'est une réponse par le communautarisme et le laxisme. Ce qui est proposé par l'extrême droite et ceux qui s'y allient, c'est une réponse à l'insécurité par la sortie de la République, de ses valeurs, de son socle même. C'est de dire je vais répondre à l'immigration en ne respectant plus le principe de l'asile. Hors sujet. C'est de faire croire aux Français qu'il faudrait sortir de nos principes constitutionnels pour pouvoir répondre efficacement à la question de la sécurité. Nous pensons qu'il faut plus de fermeté, mais dans la République et par la République. Ensuite, nous devons regarder en face le fait que ce sentiment de dépossession place la question de la laïcité au centre. La République doit respecter tous ceux qui croient et toutes les religions, comme tous ceux qui ne croient pas. Mais en étant clair sur le fait que jamais une religion ne doit permettre de sortir des lois de la République ou de se placer au-dessus de celles-ci. Nous le voyons bien au quotidien, par des polémiques qui montent, parce que nos élus peuvent vivre, parce que nos associations parfois ont à vivre, qu'il y a le sentiment que la laïcité n'est parfois pas bien appliquée, que nous ne sommes pas au clair. Nous devons, comme le président Chirac l'avait fait d'ailleurs il y a 20 ans de cela, rouvrir un grand travail apaisé, exigeant, républicain dans la nation, et placer avec tous les élus, les bénévoles, les associations qui vivent cela, les entreprises qui vivent cela au quotidien, ouvrir un grand débat sur la laïcité et prendre des mesures claires sur les sujets qui sont à régler et à trancher. La protection de nos valeurs républicaines se joue aussi sur le temps long, et cela en fabriquant en éduquant
des républicains, des citoyennes et des citoyens libres. Après avoir réinstauré l'instruction civique, l'enseignement culturel et artistique, nous sommes attachés à recréer des rites républicains. C'est pourquoi le service national universel doit être généralisé d'ici à la rentrée 2026. Et puis, je vais insister sur un dernier point à cet égard. C'est le fait que ce que nous vivons dans le pays, qui crée tant de tensions, c'est souvent et avant tout l'échec de notre modèle d'intégration. Alors ça passe par l'école, j'aurai l'occasion d'y revenir, ça passe par aussi une intégration de tous de manière juste et équilibrée dans la vie économique, et là-dessus nous devons renforcer la lutte contre les discriminations, même si beaucoup de choses ont été faites. Il y a encore beaucoup trop de discriminations économiques, d'accès aux emplois dans notre pays, et c'est la possibilité, dans un pays qui est pluriel et riche de sa diversité, d'avoir une véritable intégration républicaine. Elle est aujourd'hui par trop défaillante. Et elle conduit, ce faisant, à avoir une France qui se met dos à dos. Et là aussi, ce à quoi nous croyons, c'est une réponse à ce problème d'intégration par la République et l'universalisme républicain. Là où aujourd'hui, les autres offres politiques qui sont soumises à nos compatriotes d'ici à 18 jours, c'est d'une part à l'extrême gauche une réponse par le communautarisme et la fragmentation de la République, et à l'extrême droite, c'est une réponse par l'exclusion de certaines et certains en nous disant « vous êtes un vrai Français, vous n'en êtes pas », ce qu'ils continuent de dire. La réponse par l'universalisme républicain exigeant, effectif, est celle dans laquelle nous croyons. Deuxième élément de cap, la vision sur laquelle nous devons inscrire les 3 semaines à venir, c'est l'ambition écologique et économique. Je le disais, parfois y compris dans les formations de la majorité, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Mais nous avons tous en partage l'idée que la puissance et l'indépendance de la France, de même que le financement de notre modèle social, suppose une économie forte et le travail de tous. Et là-dessus, nous avons un bilan. Ce que je dis là, ce n'est pas des promesses, ce ne sont pas des propos d'estrade. Nous avons, ces 7 dernières années, créé plus de 2 millions d'emplois, commencé à réindustrialiser le pays, défendu son indépendance, renforcé sa souveraineté agricole, industrielle. Nous sommes en train de préparer des textes en la matière sur l'industrie verte et l'agriculture qui reprendront dès que les Français, je l'espère, auront fait confiance à cette majorité. Et donc il y a un bilan solide qui est là. Mais nous voulons amplifier l'action pour la réindustrialisation et la réouverture des usines sur nos territoires, la création d'emplois, la reconnaissance du travail, l'indépendance énergétique, agricole et technologique. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut continuer à libérer les contraintes réglementaires et fiscales qui pèsent sur ceux qui veulent prendre des initiatives, et donc renforcer la simplification pour les entrepreneurs, les petites aussi et moyennes entreprises, et encourager le travail plutôt que l'inactivité. Nous sommes de ceux qui assument d'investir dans la recherche, dans l'enseignement supérieur, dans les technologies futures, où la France doit prendre toute sa part. Et nous sommes de ceux qui n'opposent jamais science et écologie, ou économie et écologie, et veulent poursuivre sur le chemin de l'écologie à la française, qui permet de créer des richesses, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'accompagner les plus vulnérables qui sont légitimement inquiets face à la transition. Et c'est aussi pour ça que le programme de gouvernement à venir devra acter des décisions fortes, comme par exemple 8 nouveaux réacteurs nucléaires, indispensables à cette transition. C'est aussi cette ambition économique qui permettra de réduire le déficit par l'activité et la création de richesses et des réformes ambitieuses. Et l'action gouvernementale devra continuer de s'inscrire dans le sérieux budgétaire, sous peine de céder à l'affaiblissement du pays et l'appauvrissement des épargnants que promettent l'extrême droite et l'extrême gauche. Et là aussi, le cap que je donne est clair. Il unit toutes les forces de la majorité et je le crois très profondément, il permet aussi de bâtir des chemins d'alliance avec tous les responsables politiques que je viens d'évoquer. Mais quelles sont les autres offres sur ce sujet ? À l'extrême droite, on nous explique qu'il faut choisir entre l'écologie et l'économie. C'est un renoncement au projet écologique. C'est ça l'extrême droite et la droite qui s'allie à elle. À l'extrême droite, il n'y a pas de projet de renforcement économique parce qu'il y a l'abandon de tout ce qui fonde l'attractivité du pays et la capacité à garder des investisseurs.
Et donc on ne peut pas dire on est pour le réinvestissement, l'agriculture et autres, si en même temps on propose de saper toutes les réformes qui ont permis de réinvestir dans notre pays. Quant à l'extrême gauche, par sa politique de taxation totalement déraisonnable, par sa politique de sortie du nucléaire, encore défendue par une majorité de ceux qui aujourd'hui constituent cette alliance, elle est tout à la fois l'impossibilité de suivre un chemin écologique crédible et l'affaiblissement, là aussi, du pays. Et donc, les deux blocs aux extrêmes, c'est un appauvrissement du pays et de nos compatriotes. Troisième axe de vision, d'idéal auquel nous croyons, c'est celui du progrès et de la lutte contre les inégalités de destin. Nous sommes tous attachés à un modèle social protecteur, financé, responsabilisant. Et d'ailleurs, nous l'avons montré. Il n'y a jamais eu un tel réinvestissement dans les services publics depuis 7 ans. Services publics par les maisons France Service, le réinvestissement dans la justice, plus de 60% de son budget, et dans les forces de sécurité, dans notre école, avec une augmentation de nos enseignants qui n'avait pas été connue depuis les années 90, de notre santé, avec une augmentation pour les soignants qui n'avait pas été connue depuis les années 60. Reste que si le modèle français corrige les inégalités, il échoue trop souvent à les prévenir. Et il me semble que le cap qu'on doit se donner pour les années à venir est assez simple sur ce sujet. Il faut renforcer notre capacité à lutter contre les assignations à résidence et mieux prévenir les inégalités de départ. C'est ça la promesse républicaine. Et ce sont les inégalités, les injustices qui sont les plus insupportables pour nos compatriotes. Et je veux dire très simplement, le gouvernement à venir devra avoir une réponse renforcée et crédible en matière d'accès à la santé, de lutte contre les déserts médicaux, de prévention en matière de santé et en matière de protection, d'accompagnement de nos enfants et de notre jeunesse. Priorité indispensable, et pour ça, il faudra prendre des mesures fortes qu'il appartient à la majorité de construire en campagne, j'espère demain, à bâtir dans un accord de gouvernement ou dans une plateforme d'action. Mais nous devons, pour nos enfants, agir de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus claire, procéder à une vraie révolution de l'action publique pour l'enfance et pour la jeunesse, des 1000 premiers jours jusqu'à 20 ans. Aujourd'hui, nos enfants sur le territoire ne sont pas pris en charge de la même manière, selon les quartiers d'où ils viennent. Et le paradoxe, c'est qu'ils sont souvent beaucoup plus abandonnés quand ils viennent de milieux beaucoup plus pauvres. Aussi, il nous faut rebâtir notre aide sociale à l'enfance. C'est une vraie politique nationale qui est à construire, de prise en charge des enfants, d'accompagnement des familles pour prévenir ces inégalités de départ. C'est ensuite de rebâtir notre école républicaine. Et après le rétablissement des savoirs fondamentaux, le dédoublement des classes que nous avons fait, nous redonnerons le pouvoir aux professeurs qui auront plus de liberté pédagogique, aux directeurs qui pourront rémunérer et recruter plus librement, mais avec aussi des choses très simples. La formation des enseignants, le respect des maîtres en classe, les contrats avec les parents, le renforcement des mathématiques, les remplacements des heures d'absence, l'amélioration de l'orientation, autant de chantiers essentiels pour nos enfants, leurs familles. Et puis sur ce chantier de la jeunesse et des enfants, pour prévenir les inégalités, il y a la question des écrans. Et je pense que c'est au cœur de l'action à venir. Tous les parents sont confrontés à cela. Tous les experts le disent, l'addiction aux écrans est le terreau de toutes les difficultés. Harcèlement, violence, décrochage scolaire. Et pour y faire face, fort du travail qui a été fait ces derniers mois, le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants. D'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans. Il faut un âge pour la majorité numérique, ça protège. Et il faut former pour cela. Quatrième axe, clair, c'est de mieux vivre au quotidien. Vous le savez, nous avons toujours engagé notre action autour de l'efficacité. Nous avons beaucoup fait là aussi en la matière, mais nos compatriotes, à l'évidence, nous ont envoyé un message simple, leur vie ne s'est pas assez améliorée. Ils veulent mieux vivre au quotidien. Il faudra donc que les forces de la majorité bâtissent des réponses concrètes sur ce sujet. Le Premier ministre a commencé de le faire avec plusieurs ministres autour de lui depuis le début de cette campagne, sur la question du coût de l'énergie. Il y aura aussi la question du pouvoir d'achat. Le travail doit mieux payer. Beaucoup a été fait. Mais je souhaite qu'on continue d'être plus ambitieux pour mieux partager en quelque sorte les revenus du travail et de la richesse. Et à ce titre, ce que nous avons pu faire avec des primes sans charge ni impôt,
donner beaucoup plus simplement des indépendants jusqu'aux salariés des grands groupes, doit être mis sur la table. Parce que c'est quelque chose qui permet d'améliorer le quotidien de ceux qui travaillent et qui parfois ont des salaires qui restent modestes. Donc il faut rouvrir ce chantier qui n'est pas coûteux pour les finances publiques parce qu'en quelque sorte, c'est une liberté donnée aux indépendants, aux entreprises, de mieux payer leurs salariés sans avoir d'impôts ou de charges. N'y aurait-il pas ces allègements d'impôts et de charges, en tout cas ces suppressions, ils ne le distribueraient pas. Et puis je souhaite que puisse rouvrir le grand sujet du temps partiel subi, des emplois rémunérés sous le SMIC, de tous ces métiers mal rémunérés. Ça, c'est pour nos travailleurs. Pour nos jeunes, il faudra ouvrir la question de l'accès au logement et bâtir, avec toutes les forces productives, une vraie réponse sur l'accès au logement des jeunes. Et je fais mon mea culpa sur ce sujet. C'est un sujet sur lequel nous n'avons pas assez avancé et où la réponse a été trop timide et j'en porte la responsabilité. Et puis, il y a la question des retraites et de la vie de nos retraités. Après une vie de travail, nos anciens, légitimement, veulent pouvoir vivre avec quiétude. Et là-dessus, je le dis, nous avons agi en augmentant les pensions les moins élevées grâce à la réforme des retraites. En réformant, d'ailleurs en travaillant là aussi, ce mandat précédent, avec d'autres républicains de toutes les rives, si je puis dire, des communistes jusqu'à la droite républicaine, pour améliorer les retraites agricoles. Et donc on a beaucoup fait. Et sur ce sujet, j'ai entendu beaucoup de rumeurs ces derniers temps, je vais être très clair. Les retraites seront bien indexées sur l'inflation. Le pouvoir d'achat des retraités, ce n'est pas une variable d'ajustement pour nous. Mais là-dessus, il faut aussi être clair. La majorité présidentielle est la seule à proposer ça clairement. Et du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent en passant par les jeunes et les retraités, à avoir une vraie réponse. Que proposent les autres ? De revenir sur la réforme des retraites, c'est-à-dire de supprimer d'abord ce qui a été fait pour les retraités les plus modestes, mais surtout de mettre le système de retraite en banqueroute. Le rapport du corps est en train de montrer on n'est pas encore à l'équilibre. Donc qu'ils expliquent ce qu'ils proposent pour nos retraités. Ils leur proposent de ne plus pouvoir leur payer leur pension. Ou alors, ils proposent d'avoir des charges beaucoup plus élevées, en tout cas des cotisations pour la retraite qui vont augmenter. Et donc, tous ceux qui reviennent sur la réforme des retraites, du bloc d'extrême gauche au bloc d'extrême droite, c'est soit un projet d'appauvrissement des salariés, soit un projet d'appauvrissement des retraités. Mais il n'y a pas de recette miracle, puisqu'ils refusent le projet d'allongement de la durée du travail. Le seul projet responsable, transparent que nous avons fait, il n'a pas été populaire, je m'en suis aperçu. C'est un projet qui correspond à l'éthique de responsabilité. On vit plus longtemps, il faut travailler un peu plus longtemps, en prenant en compte les carrières longues, les chemins les plus difficiles. Que proposent les deux autres forces de gouvernement ? Pardon, les deux autres forces d'opposition, dont j'espère qu'elles n'accèdent pas au gouvernement. Simplement, quelque chose qui est incompatible avec la préservation du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent et de ceux qui sont à la retraite. Vivre mieux, c'est aussi une vie plus simple, notamment dans le rapport à l'État, aux normes, aux services publics. C'est le message qui nous a été envoyé. Il faut donc aller vers une stabilité fiscale normative pour les 3 ans à venir, simplifier drastiquement et alléger là aussi le rapport au territoire. On le voit bien, il y a un besoin de liberté et de proximité qui s'est dit dans cette campagne. Et donc il nous faut déconcentrer beaucoup plus rapidement, mais il faudra supprimer un échelon territorial pour ramener plus de simplicité et de liberté sur les territoires, rouvrir la question de ces grandes régions qui ont éloigné la décision et redonner la liberté de choix sur le terrain à nos compatriotes s'ils veulent revenir sur ce sujet, et permettre là aussi d'avoir des réformes de simplification, une plus grande vitalité démocratique, une plus grande simplicité, pour éviter simplement que la réponse ne se fasse par des dépenses en plus. Enfin, vivre mieux, c'est reconnaître que dans certaines villes, certains quartiers, dans la ruralité, nous devons avoir une réponse beaucoup plus drastique sur l'accès au transport, à la santé, au logement. Beaucoup de choses ont été faites, mais force est de le constater, ça ne va pas assez vite. Ça n'est pas perçu, ça n'est pas tangible. Et donc là, il faut une révolution copernicienne d'action. Et puis le 5e élément, pour moi, de vision, construction de cet idéal, c'est la ligne diplomatique et la place de la France que nous défendons. Il y a une cohérence dans toutes les forces de la majorité gouvernementale aujourd'hui, c'est que nous avons une même vision du pays, de sa diplomatie. France, puissance de paix et d'équilibre, du rapport évidemment à l'Ukraine,
de la position sur le Proche-Orient, mais également de notre place en Europe et de la vision que nous avons de l'Europe, d'une France puissance militaire indépendante, avec, je le rappelle, 2 lois de programmation militaire qui auront permis à leur issue de doubler le budget des armées. Là-dessus, je le dis, les 2 blocs aux extrêmes ne permettent pas ce schéma. À l'extrême gauche, c'est une vision balkanisée de notre politique, de notre diplomatie. D'ailleurs, ce n'est pas une diplomatie possible, je le rappelais tout à l'heure, ni vis-à-vis de l'Ukraine, ni par rapport au Proche-Orient. C'est une opposition de certaines forces à la dissuasion nucléaire française et une opposition à l'OTAN. Et à l'extrême droite, c'est aussi, dans un moment historique du pays, des schémas et des positions claires qui ont été définies, sorties de l'OTAN. Remise en cause, là aussi, pour certains, de ce rapport à la diplomatie et à notre indépendance et ambiguïté à l'égard de la Russie. Ces 5 priorités, c'est une clarification de ce en quoi nous croyons, de l'idéal partagé par les forces de la majorité présidentielle. C'est important de le rappeler parce que moi je crois qu'on peut bâtir une campagne sur une vision claire et on peut discuter avec les autres sur une vision claire. Ça permet de tenir un cap pour le pays, qui est de réussir la réindustrialisation et le plein emploi, rétablir un État régalien pleinement armé d'ici 3 à 5 ans, de réparer notre école et notre système de santé d'ici à 2030 et de décarboner notre économie d'ici à 2050. Et donc, c'est un chemin ambitieux, mais il est crédible pour le pays. C'est cela, celui dans lequel je souhaite que les forces de la majorité puissent engager cette élection législative. Vient ensuite la méthode. Sur cette base, le Premier ministre, à ses côtés, les responsables des forces de la majorité et tous les engagés à ses côtés auront à bâtir le programme, à le porter, à défendre cette vision. Mais je souhaite que cela puisse être fait, nous puissions le faire dans cette logique d'ouverture, de construction, avant et après l'élection que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous sommes prêts à intégrer les propositions de sociodémocrates comme de responsables venant de la droite gaulliste ou d'écologistes, soit en matière d'ordre républicain, de justice sociale, d'écologie, qui viendraient nourrir cette cohérence. Et le message clair que je veux envoyer ce matin, c'est qu'il y a une vision claire, il y a un idéal qui est partagé par cette majorité, autour de ces 5 axes. La fédération de projets, ça n'est pas qui même me suive. Ça n'est pas vous viendrez vous y mettre et l'appliquer à l'issue. C'est la volonté sincère et humble de bâtir des consensus, de tisser des compromis pour faire avancer le pays plus vite et plus fort autour de ces axes, mais en s'ouvrant, en partageant, en co-construisant. Je souhaite que se rassemblent pour gouverner tous ceux qui défendent sans ambiguïté les valeurs de la République, qui veulent le progrès et la justice, qui sont aussi attachés au respect dans le débat public, qui veulent une France et une Europe plus fortes. Et je veux aussi que, au-delà de la construction, avant et après l'élection, autour de, au fond, ces quelques idées, il puisse y avoir une manière de faire et de bâtir des solutions utiles, comme nous avons commencé ces 2 dernières années à l'esquisser avec ces conseils nationaux de la refondation, à bâtir avec les forces économiques, les forces sociales et syndicales et les élus locaux des solutions de consensus pratiques pour mobiliser la nation. Les choix des 30 juin et des 7 juillet prochains sont donc simples. C'est qui pour gouverner la France? Qui pour prendre en charge notre quotidien, celui de nos enfants et notre avenir? Et vous l'avez compris, j'ai essayé de le redire à chaque fois, je crois très profondément que les forces politiques qui constituent aujourd'hui la majorité présidentielle ont seules la capacité de porter un projet cohérent, réaliste et d'avenir. Et ma volonté, c'est qu'elles agissent dans cette campagne et le jour d'après avec un esprit de fédération de projets, une volonté de construire avec et de rassembler toutes celles et ceux qui, sincèrement, ne peuvent pas se retrouver dans les alliances avec les extrêmes des 2 côtés. C'est à cette refondation de la vie politique, maintenant, que j'appelle.
avec beaucoup d'humilité et de détermination, et c'est ce que le Premier ministre et les responsables de la majorité actuelle auront à bâtir dans les 18 jours qui viennent, dans l'entre-deux tours, et je le souhaite profondément, dans le paysage parlementaire qui sortira de cette élection. Voilà les messages que je voulais aujourd'hui partager avec vous et ce que je voulais vous dire des convictions simples, de l'idéal que nous proposons et de la méthode que je souhaitais pour la suite. Je vais maintenant répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Monsieur le Président, bonjour. Julien Nény pour France Télévisions. Depuis dimanche, beaucoup des Français qu'on a pu interroger, malgré vos explications, ne comprennent pas votre choix de dissoudre l'Assemblée nationale. Pour une raison simple, ils craignent, certains d'entre eux, que d'ici moins d'un mois, vous soyez le président qui, pour la première fois en France depuis 80 ans, donne les clés du pouvoir à l'extrême droite. Alors la question est simple. Est-ce que, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous assumez personnellement et politiquement les conséquences et l'éventualité de ce résultat? D'abord, il m'arrive de regarder les sondages, comme vous. Les sondages, depuis dimanche, indiquent plutôt que les 2/3 des Français, 2 Français sur 3, comme on aurait dit jadis, comprennent et veulent cette dissolution. Donc je ne partage pas cette interrogation. Je reflète juste ce que beaucoup de vos confrères ont pu écrire ou révéler. Je pense que le retour au peuple, ça ne doit jamais être incompréhensible. C'est un principe démocratique. Ensuite, pour vous rassurer, je l'assume totalement puisque c'est un pouvoir constitutionnel qui revient au président de la République. Mais surtout, nous venons là déchirer l'hypocrisie et les malentendus qui étaient à l'œuvre. Comment voulez-vous, et que m'auriez-vous dit le jour d'après, si j'avais été devant vous, à l'issue de dimanche soir, avec 50% des Français qui votent aux extrêmes, en vous disant « on ne change rien, on continue ». Vous m'auriez dit « il est déconnecté, ce type ». D'ailleurs, nos compatriotes, dans les campagnes, les quartiers qui ont voté aux extrêmes, et qui ne croient pas bien souvent dans les idées des extrêmes, parce que ce n'est pas les idées du Rassemblement national qui ont encombré sa campagne européenne. Donc moi, je respecte tous nos compatriotes qui ont voté cela, mais ils ont marqué une colère. Et il aurait dit « il ne nous a pas entendus une fois encore ». Et c'est ça qui rend le pays, qui met le pays, si je puis dire, en danger. C'est ça qui aurait été irresponsable. C'est de se dire, il y a une colère qui a été exprimée, mais on va faire comme si de rien n'était. Parce qu'au fond, ça arrange tout le système. Alors oui, vous avez raison. Si 2/3 des Français comprennent très bien la dissolution, et cette décision que j'ai prise, l'écrasante majorité du système politique ne l'aime pas. Parce qu'ils préfèrent l'ambiguïté. Mais je n'ai jamais été là pour protéger le système politique. Parce que, au fond, tout le monde voyait monter l'eau de l'extrême droite. Tout le monde, dans les cafés, dans les coursives, dans vos déjeuners politiques et les offres que vous faites avec les responsables politiques, je les lis dans vos colonnes, tout le monde disait « l'extrême droite arrive, en 2027, il donnera les clés du pouvoir à Madame Le Pen, c'est déjà écrit ». Mais tout le monde y allait de ses petits calculs, chacun tirait ses bords, chacun menait sa barque. Ben non, moi je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Donc j'assume totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification, d'abord parce que les Français nous l'ont demandé dimanche. Quand 50% des Français votent aux extrêmes, que vous avez une majorité relative à l'Assemblée, vous ne pouvez pas leur dire on continue comme si de rien n'était. Ce n'est pas les respecter, ce n'est pas les entendre. La deuxième chose, c'est que je veux qu'il y ait un gouvernement qui puisse agir pour répondre à leur colère, à leurs urgences. Et puis la troisième chose, c'est que, comme président de la République, le jour d'après ces élections législatives, j'aurai, comme le veut la Constitution, à tirer les conséquences et à choisir un Premier ministre. Mais ce n'est pas donner les clés du pouvoir, c'est permettre de gouverner à des forces politiques qui auront été choisies par les Françaises et les Français. Vous êtes tout de même des drôles à penser que ce serait forcément l'extrême droite ou les extrêmes, ou alors vous avez l'esprit de défaite répandu partout. Si les gens ont peur de cela, ben, le sursaut, c'est pour maintenant. C'est bien. Voilà. Donc j'assume tout cela, parce que c'était tout cela qui était en train de se faire, sourdement. Et donc je pense que la clarification, c'est maintenant. Bonjour.
Bonjour Monsieur le Président, Mathieu Coache, BFM TV. Depuis dimanche, plusieurs de vos alliés historiques, parfois des ministres, des collaborateurs, vous demandent plus ou moins publiquement de ne pas être au centre de cette campagne pour les législatives comme vous le faites aujourd'hui. Édouard Philippe l'a dit publiquement, lui il dit que ça n'est pas sain et d'ailleurs il n'est pas présent dans cette salle aujourd'hui. Est-ce que vous interprétez le résultat de dimanche aussi comme un rejet de votre personne? Et est-ce que la meilleure façon pour battre le Rassemblement national n'est pas de vous mettre en retrait et par conséquence de ne pas débattre avec Marine Le Pen comme vous le souhaitez? D'abord, l'élection de dimanche, c'est une élection européenne. Je n'étais pas le tête de liste aux élections européennes. Et je ne portais pas vision. J'ai donné ma vision de l'Europe, elle est connue. Ensuite, c'est quand même étrange de dire « vous allez trop loin en faisant la dissolution, mais c'est un problème personnel qui touche le président ». La conséquence de dimanche. Là, ça va dans tous les sens. Donc, l'élection personnelle dans la Ve République, c'est celle d'un maire et celle du président de la République. Elle s'est jouée en 2022 et pour 5 ans. Elle est claire. J'entends tout ce qui peut être dit là aussi dans les commentaires et souvent... dans ce qui se passe derrière les rideaux, les portes fermées. Vous ne démissionnerez pas avant 2027? Non, je tords de cou à ce canard qui n'a jamais existé. C'est absurde. Je crois dans la force de nos institutions. Écoutez, je me suis soumis à 2 reprises au suffrage des Françaises et des Français. Alors j'entends tout ce qu'on dit sur ma pomme. On le disait il y a 2 ans. Il se trouve que je suis à des élections qui m'ont tout de même choisi, donc ça ne doit pas être si terrible que certains le décrivent. Après qu'il y ait des ambitions personnelles des uns des autres qui soient contrariées par les moments actuels, dont acte, mais ça n'est pas grave, nous sommes dans un moment historique du pays. Bon, donc je vais vous répondre très simplement. La première chose, les conséquences politiques de l'élection de dimanche, je les ai tirées devant vous aujourd'hui. Je les ai annoncées dimanche soir, je vous les ai explicitées. Il y a une colère qui est là, il faut l'entendre, il faut lui donner un débouché, il fallait dissoudre. La deuxième chose, le président de la République, il doit donner un cap, une vision, mais il n'est pas là pour faire campagne aux législatives. Donc je ne ferai pas campagne aux législatives. De la même manière que je ne l'ai pas fait en 2022 et en 2017. Ça n'a pas changé. Je note que parfois les mêmes m'ont reproché en 2022 de ne pas avoir fait suffisamment campagne, et c'était pour cela qu'on avait une majorité relative. Enfin, ça vous montre que parfois chez certains ou dans la 5e, c'est de toute façon toujours la responsabilité du président. Je m'accommode de ce sort, ça fait 7 ans que je vis avec. Mais le président n'a pas à faire campagne. C'est le Premier ministre qui va porter cette campagne avec les responsables de la majorité qui sont là à ses côtés. La majorité est unie, le secrétaire général du groupe Horizon est là à nos côtés, et la majorité est évidemment unie dans cette bataille, et elle n'est pas simplement unie, elle est en situation de conquête, elle veut conquérir de nouvelles circonscriptions, et d'ouverture, de dialogue, de rassemblement. Voilà. Et donc je n'entends pas faire campagne davantage que je l'ai fait en 2017 et en 2022. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, il est important de, à la fois donner le cap et de donner la méthode. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Et vous souhaitez débattre avec Marine Le Pen? Non, je l'ai déjà dit. J'ai fait cette offre de clarification avant les européennes, parce qu'elle l'avait soumise. Elle ne s'est pas rendue au rendez-vous. J'ai compris que Mme Le Pen voulait rejouer la présidentielle en disant que si elle faisait un débat avec moi, il fallait ensuite que je démissionne. Je l'invite à relire la Constitution de notre République. Donc non. Dans ce contexte-là, non. Évidemment. Les choses sont claires. S'il y a un endroit où les choses sont claires, je crois pouvoir vous le dire, c'est ici. Stéphane Vernet, Ouest France. Monsieur le Président, bonjour. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la situation des petites villes, des villes moyennes, des campagnes qui ont exprimé une colère dimanche. La plupart de ces secteurs, la ruralité en tout cas, massivement voté Jordan Bardella ce dimanche. Même des zones comme l'ouest de la France ou la Bretagne qui vous étaient plutôt favorables. Vous nous dites aujourd'hui que vous avez entendu cette colère, que vous y répondez déjà par l'action qui a été menée, beaucoup de choses ont été faites, ça n'a pas été perçu, dites-vous. Vous nous annoncez une révolution copernicienne de l'action. En fait, ce sont des choses que vous avez déjà dites à plusieurs reprises au cours des 7 dernières années.
Ça ne s'est manifestement pas traduit dans les faits, ça n'a pas été perçu, comme vous dites. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce qui n'a pas été perçu pourra l'être d'ici 3 semaines? Et qu'est-ce qui vous fait croire que les campagnes, les zones rurales pourraient vous redonner la confiance ou redonner une confiance à vos candidats, alors qu'aujourd'hui, ces zones-là se sont manifestement prononcées en faveur du Rassemblement national? D'abord, je vais être clair, beaucoup de choses sur la partie la plus régalienne, ça prend du temps. Non mais, c'est ça la réalité. Quand on a la responsabilité de gouverner, je suis obligé avec responsabilité de vous dire que ça prend du temps. Quand on veut mieux protéger nos compatriotes, il faut créer des postes de policiers, de gendarmes, de magistrats, de greffiers, ce qu'on a fait. Il faut les former, les déployer sur le territoire. Ils sont arrivés depuis parfois 18 mois ou sont en train d'arriver. Donc la recette magique, c'est pas 6 mois. Ensuite, il y a déjà des résultats qui sont là. Il n'y a pas une circonscription de police où il y a moins de policiers. Il n'y a pas un endroit où il y a moins de gendarmes ou de magistrats dans notre pays. Après, je pense qu'il y a des choses qu'on est en train de bousculer, des chantiers comme celui sur la violence des mineurs ou autres qu'on est en train de bouger, qui vont arriver sur le terrain. Mais je pense aussi que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est quand même une accélération, une intensification de la réponse républicaine, plus d'autorité républicaine. Je crois que parfois, on n'a pas été assez vite. Je l'assume totalement. Mais il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. C'est le message que je voulais donner aujourd'hui. Dans ces 5 axes, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Il faut répondre au sujet de l'impunité. Il faut répondre avec beaucoup plus de visibilité et de rapidité au sujet des petites peines. Et je crois que dans beaucoup de ces quartiers, de ces villes périphériques, de ces villages, en effet, c'est le sentiment d'être dépossédé, que cette délinquance du quotidien, il n'y avait pas une réponse qui était visible et intelligible. On doit avoir, de manière concrète, beaucoup plus d'efficacité. On ne l'a pas eu à ce stade. C'est tout à fait vrai. Sur la question de la laïcité, c'est un nouveau chantier que je veux ouvrir avec cette nouvelle commission, au-delà du séparatisme. Parce qu'avec le séparatisme, je peux vous le dire, ça se voit dans les quartiers, dans beaucoup de villes. Et sur la question des services publics, oui, là je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Vous savez, dans toutes ces campagnes, il y a 4 ans, on nous disait on n'a pas la 4G, la 5G. Ils l'ont aujourd'hui. Alors, la vie politique n'est pas faite de gratitude. Mais maintenant qu'ils ont la 4G ou la 5G, ils disent ça ne va pas assez vite pour réparer la ligne qui est tombée, ça ne va pas assez vite, on a des connexions qu'on a perdues, il y a des axes qui ne sont pas assez développés, on a perdu des lignes de train ou parfois d'avion. C'est ça la réalité du quotidien. On a toujours du mal à accéder à un médecin. C'est là où je dis territorialement, il faut qu'on aille beaucoup plus vite et c'est la réponse de bon sens. On a commencé cette transition, il faut aller beaucoup plus vite. Maintenant, je veux surtout aller au cœur de ce que je crois par rapport à votre question. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle, comme vous l'avez dit, en 3 semaines, pour dire tout va changer. Et au fond, ce qui a été fait par les gouvernements et majorités successives, mais qui sont dans la même cohérence depuis 7 ans, on va tout faire nouveau ou différent. C'est pas ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je vous ai donné des éléments d'ouverture, des intangibles, et quand même des éléments de prise de conscience, que j'assume. Moi, je pense que les 3 semaines, le temps qui s'est ouvert depuis dimanche, c'est un temps de prise de conscience et de responsabilité auquel j'appelle les Françaises et les Français. Et ce que je pense, vous avez dit dans les campagnes du Grand Ouest, mais de toutes les régions de France, qui sont d'accord avec les idées, je dirais même l'idéologie du Rassemblement national, ma réponse est non. Je vous le dis sincèrement. Simplement, ils ont dit une colère. Et donc, ma réponse solennelle, c'est de dire j'entends cette colère, et on doit à la fois, dans ce qui va être proposé, dans la manière de s'ouvrir à d'autres voix, et donc d'être plus respectueux de ceux qui veulent travailler avec nous comme des oppositions républicaines, dans la manière de mieux travailler avec les élus locaux, les forces syndicales et économiques, on doit changer le moyen d'y répondre. C'est clair. Et on doit apporter des réponses concrètes à vos colères, mais aussi une manière de faire où vous vous sentirez beaucoup plus considéré, écouté et en acte. Mais la réponse que je veux aussi leur apporter, c'est de dire « Vous avez exprimé une colère dimanche, signal reçu. On ne peut pas faire plus solennel et plus fort. » Maintenant, est-ce que l'expression d'une colère, c'est une réponse à votre quotidien ? Ben là, je vais vous dire non. Non. Et je le dis à tous nos compatriotes qui habitent ces campagnes, ces quartiers populaires, ces villes périphériques. Cette colère, je l'ai entendue, mais le projet que porte le Rassemblement national
C'est un projet qui ne permettra pas de répondre à l'insécurité que vous vivez. Parce qu'il fait simplement croire en quelques trucs. Il explique qu'il faudrait sortir des traités, bouger notre constitution pour y répondre. Mais c'est quoi la réponse concrète qu'ils ont? Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de réponse miracle. Ils disent juste ça va pas. Ils sont l'incarnation du non. Ben, on est tous pareils. Quand on en a marre et qu'on veut dire non, on envoie un message. Puis on se remet autour de la table, on veut être entendu. Mais ce n'est pas parce qu'on a envoyé un message que celui par qui on l'a envoyé a pour autant la réponse. Et le Rassemblement national, il n'a pas cette réponse à l'insécurité. Et il n'a rien dans ses propositions pour le faire. Mais surtout, et je veux insister là-dessus, bah, le jour d'après, il est une vraie réponse à vos difficultés de pouvoir d'achat parce qu'il va vous appauvrir. Et ça, je crois que c'est une prise de conscience que tous nos compatriotes peuvent avoir en tête. C'est que le Rassemblement national, on le voit d'ailleurs depuis lundi, regardez, les taux d'intérêt augmentent, les marchés s'affolent, les partenaires européens internationaux s'inquiètent. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie des Français? L'accès au crédit coûtera plus cher. Le taux pour accéder au logement, ce sera plus cher. Parce que là, aujourd'hui, quand on a des bons résultats financiers, c'est le fruit d'un sérieux, d'une cohérence. Quand on a un projet qui est incohérent, nous avons une dette qui est détenue à l'extérieur du pays. Donc c'est un affaiblissement financier. Ensuite, c'est une formation politique qui sert la démagogie à tous les étages depuis des années. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, elle va soit appauvrir les salariés, soit appauvrir les retraités, sans doute même les deux. Comment financeront-ils ce qu'ils ont proposé comme étant une priorité? La fin de la réforme des retraites, grande promesse depuis 2 ans, mais surtout promesse des 60 ans depuis 10 ans. La renationalisation des autoroutes et tant de réformes. C'est 100 milliards dès cette année. 5 à 6 000 euros par contribuable. Bon courage. Mais c'est ça la réalité. Parce qu'on ne peut pas simplement, et c'est ce sur quoi je veux faire toucher du doigt, je ne crois pas au miracle, mais simplement on précipite la clarification des choix. Et donc là, aux élections du 30 juin et du 7 juillet, il ne faut pas simplement dire non pour dire non. Il faut dire qui va gouverner le pays. L'extrême droite, avec son projet qui va menacer les retraités, les épargnants, affaiblir le pays dans sa vie économique, qui n'a aucune réponse simple, claire, face aux difficultés du quotidien et qui existe d'insécurité, ou des forces démocratiques, républicaines, qui ont appris à travailler ensemble, qui sont prêtes à s'ouvrir, et qui portent quand même du sérieux et qui ont des résultats. Voilà, c'est ça le choix. Donc ce que je dis, c'est qu'il y a eu une colère dimanche, mais qu'en redonnant la parole aux gens, je suis convaincu qu'ayant vu cette colère entendue, ils sauront regarder en responsabilité quels sont les choix pour gouverner et les choix d'avenir. Et c'est ça ce que le débat démocratiquement doit éclairer dans les 18 jours à venir et dans l'entre-deux tours. Ce n'est pas l'expression d'une colère, ça c'est trop simple, ou d'une inquiétude. C'est qui propose quoi, concrètement. Bonjour Monsieur le Président, Maxence Lambrec, France Inter. Vous parliez d'un scrutin de clarification et moi je vais aller sur des clarifications sur le fond. Et il était question de 20 milliards d'économies dans le budget l'année prochaine. Ces 20 milliards, où allez-vous les trouver? Sont-ils toujours d'actualité? La réforme de l'assurance, oui, en effet, il y a une petite liste, donc c'est mieux d'écrire. La réforme de l'assurance chômage, le décret sera-t-il publié le 1er juillet prochain? Le tabou de la hausse d'impôts, est-ce qu'il restera d'actualité? Est-ce que la stabilité fiscale, vous la garantissez pour les 3 prochaines années? Que faites-vous des projets en cours? Est-ce que le texte fin de vie sera le premier que vous remettrez à l'agenda de l'Assemblée, sachant qu'il a été suspendu, il était prêt à être adopté? Le projet de loi agricole, le congé de naissance, les réformes constitutionnelles. Nous étions en Nouvelle-Calédonie il y a quelques jours. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Le droit du sol à Mayotte, la spécificité corse, je vais bientôt m'arrêter. La fusion de l'audiovisuel public, le retour de l'ORTF. Et pour être clair aussi, 2 petites choses. Est-ce que vous voulez supprimer les grandes régions, vous en avez parlé, et donc basculer leurs compétences au département? Et ma deuxième chose, c'était, oui, le grand débat sur la deuxième. Non, mais pardon. Non, mais les nouveautés, parce que j'ai l'impression que c'est 2 choses assez nouvelles. Les grandes régions supprimées éventuellement, et le débat sur la laïcité. Est-ce que ça peut aboutir à d'autres interdictions, type interdiction de l'abaya,
qui avait été proclamé par Gabriel Attal. Hormis ces deux propositions, il y avait une affiche il y a 2 ans de votre parti, c'était 50+. Là, j'ai un peu l'impression que c'est 3 ans de plus. Alors, je vais essayer de répondre aux questions qui touchent nos compatriotes profonds. D'abord, je ne vais pas préempter le résultat des élections. On est dans un temps électoral. Donc je vous invite à avoir, à l'égard de l'extrême droite et de l'extrême gauche et de leurs alliés, le même souci de clarification. La première réponse, il est tout à fait évident qu'il faudra préparer un budget, de toute façon, avec des réformes qui permettent des économies, comme on l'a fait ces dernières années. Et comme on l'a d'ailleurs fait, des emplois aidés et autres, parce que c'est comme ça qu'on ne fait pas avec de l'économie paramétrique. C'est pour ça que j'ai clarifié les choses en disant les économies, elles ne se feront pas sur le dos des retraités. Mais la responsabilité budgétaire continuera d'être au cœur d'une majorité gouvernement, si c'est la majorité présidentielle, ce que je souhaite qu'il emporte avec des alliés. Simplement, ça devra faire évidemment l'objet de la discussion entre les forces et toutes celles et ceux qui sortiront de ces élections. Mais la réponse est oui. Sur l'assurance chômage, c'est une réforme qui est importante pour le pays, qui est indispensable. Elle a été assumée, elle a été préparée. La réponse est oui. Après, il y a un temps électoral. Là aussi, ça doit se reprendre après. Est-ce que ça doit passer par l'Assemblée? Est-ce que ça doit passer par un décret? On le verra le lendemain. Mais ils sont, de manière très claire, cette réforme, elle est assumée, elle est importante. Il ne faut pas faceiller. Le gouvernement l'assume, je l'assume. Sur... ce n'est pas la stabilité fiscale, ce qu'on fait depuis 7 ans, c'est la baisse des impôts. Je le dis parce qu'il y a une majorité depuis 7 ans qui a supprimé la taxe d'habitation, qui a supprimé la redevance audiovisuelle, qui a baissé 30 milliards les impôts pour nos compatriotes et leurs familles, et 30 milliards les impôts pour les entreprises. Ce n'est pas la stabilité, hein, c'est la baisse. Et donc ça fera partie de ce qui sort de la majorité. C'est l'objectif de cette majorité-là. Après, si certains, dans la discussion, veulent ouvrir, là aussi tel ou tel levier, je ne peux pas le préempter aujourd'hui. Et donc ça doit faire partie d'une discussion avec des partenaires, des responsables. Je vous dis en tout cas ce que la majorité porte en cohérence. Sur les projets en cours, mon souhait, c'est qu'ils puissent être repris si la majorité est confirmée, élargie ou avec d'autres partenaires. Je pense en particulier que pour beaucoup de nos compatriotes, le projet de fin de vie était attendu. Pour beaucoup de nos compatriotes, sur la fin de vie était attendu, le projet agricole était attendu ou congé de naissance. Les 3 que vous avez cités, je pense qu'ils sont importants. Le projet de loi constitutionnelle qui a été voté dans les mêmes termes par les 2 chambres en matière, sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai décidé de le suspendre. Parce qu'on ne peut pas là laisser l'ambiguïté dans la période, il faut le suspendre pour donner toute sa force au dialogue sur place et au retour à l'ordre. Enfin, sur vos 2 questions, les 2 dernières, parce que vous en avez eu beaucoup, mon souhait, vous l'avez compris, c'est en effet qu'on puisse redonner une liberté de choix à nos compatriotes, avec un objectif proximité, simplicité et appropriation. Moi, j'ai été frappé ces dernières années, dans beaucoup de régions, on a des compatriotes qui disent « la région est trop grande ». Et ils ont le sentiment de dépossession parce que les centres de décision régionaux, pour la région élue et parfois pour l'État, se sont éloignés. Et ils disent ça n'a pas de cohérence. Alors, je ne suis pas pour les découper de manière arbitraire, parce que ça a été fait de manière arbitraire. Je suis pour qu'on rouvre ce débat de manière libre et qu'on permette cette liberté de discussion, et elle est bonne. Mais qu'on la fasse aussi de manière intelligente, parce qu'on parle souvent du millefeuille. Nos élus locaux font un travail formidable. Nos maires, nos élus d'interco, nos conseillers départementaux et régionaux. Mais on voit bien qu'on a trop de niveaux, avec des compétences qui s'entrechevêtrent, qui sont plus lisibles. Je pense qu'il faut qu'on ait un bloc communal, et puis qu'il faut qu'on ait un bloc, je dirais, territorial. Et c'est ce qu'il y a derrière ce qu'on appelle le conseiller territorial, qui est de dire on a une même élection avec des gens qui sont dans des cantons et qui ont à la fois une responsabilité au département et à la région. Et moi, je pense qu'il faut qu'on aille au bout de cette réforme et qu'on se dise, au fond, il y a un échelon territorial, mais il y en a un seul qui est élu entre le bloc communal et le niveau national. Et puis après, il décide de gérer au niveau de la région ou des départements, mais c'est un choix de gestion, pas l'élection. Par contre, je pense qu'il faut rouvrir, fort de cette simplification, et j'ai entendu le message de beaucoup sur le terrain à cet égard. Sur la laïcité, vous l'avez noté, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur la laïcité avec du volontarisme. On l'a fait sur la Bayal, le ministre à l'époque l'a fait par une circulaire.
Donc il n'y a pas besoin de changer la Constitution pour faire des choses concrètes comme ça, et des contrôles, etc. Par contre, on voit bien qu'il y a une situation qui existe, où on a de la pression sur des enseignants. On a des maires qui sont sous pression pour les ouvertures d'infrastructures sportives, entre telle ou telle heure. On a des présidents de clubs de foot amateurs qui sont sous pression pour jouer. C'est ça qui crée le malaise, avec beaucoup de gens qui sont des républicains honnêtes, quelle que soit leur sensibilité politique, et qui vivent sous pression sur le terrain quelque chose, qui disent des règles ne sont pas claires, et qui sont entre la demande de certains de leurs administrés, ou de familles ou autres, qui disent « nous on veut des règles claires parce que là on a l'impression que ça ne va plus », et de l'autre, des gens qui disent « mais nous on veut pouvoir vivre dans la diversité ». Il faut clarifier ces règles. Moi je pense que la laïcité, c'est un principe qui protège en respectant les consciences, mais en permettant à chacun de vivre ensemble en République. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on mette ces débats sur la table, pas du tout de manière passionnée, au gré d'une polémique du moment. C'est la pire des façons de faire de prendre une décision. Mais en mettant tous les élus qui sont autour de la table de terrain, et en ayant un travail méthodique pour se dire, voilà les quelques points qu'on va changer de bon sens. De bon sens. Je sais que c'est votre obsession sur le visuel public. Alors, pour répondre à la chose, c'est une initiative parlementaire venant du Sénat. Donc là aussi, on attendra la fin des élections. Est-ce que je pense qu'il faut une réforme pour l'audiovisuel public? La réponse est oui. Est-ce que je pense que c'est le retour à l'ORTF? La réponse est non. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose entre l'hyperprivatisation de l'audiovisuel à la main d'intérêts hégémoniques et l'ORTF. Il y a l'idée d'avoir un modèle d'audiovisuel public pluraliste, exigeant et peut-être plus efficace. On peut se dire les choses en bon sens sans caricaturer les débats. C'est toujours comme ça que j'ai travaillé. Donc il doit se reprendre dans l'apaisement si une majorité est constituée pour le faire. Bonjour, Jean-Baptiste Daoulas pour Libération. Je rebondis simplement pour avoir un petit droit de suite sur la question de Maxence Lambrecht sur l'assurance chômage. Est-ce que cette réforme est pour vous un intangible ou est-ce que vous êtes prêt à revenir dessus? Et ensuite, vous avez parlé d'une logique de construction avant et après l'élection avec des hommes et femmes de bonne volonté. Est-ce qu'il faut comprendre que vous êtes prêt à ne pas présenter de candidats face à des députés sortants de gauche et de droite que vous jugez compatibles, y compris d'ailleurs unilatéralement. Et enfin, vous renvoyez dos à dos un bloc d'extrême gauche et d'extrême droite, mais quid des circonscriptions où ni vos candidats ni vos alliés seront qualifiés? Est-ce que vous envisagez de donner une consigne de vote dans ce cas de figure? Merci beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans les logiques d'appareil, de consigne de vote, ce n'est pas mon rôle. Ici, et ce seront aux responsables de majorité de le faire. Je vais simplement répondre très directement sur l'assurance chômage, parce que c'est une question qui m'est posée, elle revient aussi sur la méthode. Je pense que cette réforme est bonne, et donc je l'assume. Mais, puisque vous avez utilisé un mot précis d'intangible, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un intangible, sinon on ne peut pas dire on va négocier des choses, et on doit ouvrir. Et donc je pense que l'idée de dire on doit continuer de lutter contre l'inactivité, qu'on doit avoir une société de plein emploi, c'est une bonne chose et je l'assume. Je pense que cette réforme, elle a été bien préparée par le gouvernement. Je l'assume. Je pense que le gouvernement a raison de l'assumer en campagne. Après, je ne veux pas préempter le jour d'après et les discussions qui vont se faire. Et donc, si certains veulent l'améliorer, la changer, je ne peux pas vous dire je crois dans la co-construction et vous dire c'est intangible. Je ne serai pas cohérent. Mais je l'assume, je pense qu'elle est bonne, et je pense qu'il faut continuer sur ce chemin et ce cap. Après, ce sera à la fois aux forces de la majorité dans la construction du programme et le jour d'après à construire les modalités. Voilà. Sur le reste, je ne vais pas rentrer dans la cuisine électorale. Je dis simplement qu'il y a d'abord une clarification qui est attendue par au fond, celles et ceux qui vont se présenter à des élections législatives. Je le dis en toute sincérité, vraiment avec beaucoup de respect et de bienveillance. J'en connais beaucoup. Il y a beaucoup d'élus. Regardez d'ailleurs les LR. Je veux saluer le choix responsable parce que je me mets à la place des élus LR ou des militants ces 24 dernières heures, ce qu'ils ont vécu. Ils ont un président qui a fait un pacte du diable. Enfin, le président du Sénat, la totalité des sénateurs LR du Sénat et la quasi-totalité, à l'exception de 2-3 députés,
à l'Assemblée LR ont tous dit « pas nous ». Ils ont été clairs. Donc ils ne se retrouvent pas dans la ligne de leur parti. Donc eux-mêmes, ils vont avoir un élément de clarification à faire. Mais on ne peut pas habiter à tous les étages. Et donc ils vont avoir à clarifier. Donc s'ils disent on refuse, ils auront donc un candidat du Rassemblement national en phase 2. Ben là, c'est exactement ce que les forces de la majorité devront faire avec ces élus. Ils devront leur dire, on ne vous demande pas de venir dans la majorité, on a eu des désaccords, mais au fond, mettons-nous d'accord sur quelques idées clés, et à ce moment-là, il faudra assumer des choix. Mais il faudra que ces derniers soit disent, les LR, c'est plus les gens qui suivent le président Ciotti et ses alliés, ou ils devront eux-mêmes prendre une initiative politique pour dire voilà ce que c'est notre offre. Tout le monde doit être clair dans cette affaire. Mais s'ils ont quelqu'un du Rassemblement national et qui sont dans la clarté de leur choix qu'ils ont exprimé, la majorité devra trouver ce chemin. De l'autre côté, moi je connais des députés socialistes, sociodémocrates qui se sont exprimés. Je vois M. Gage ou d'autres. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Je me mets à leur place. Et donc, c'est le même dialogue qui doit être engagé avec peut-être des gens du Parti communiste, des Verts, du Parti socialiste, qui ne peuvent pas se retrouver dans cette alliance qui n'est même pas baroque, qui est indécente. Et je le dis parce que moi j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front Populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Et donc à des gens qui ont assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. C'est pas ça le Front Populaire. Ça a un sens dans notre histoire, ça a un rôle, ça a une dignité, c'est pas ça. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de parlementaires sortants, de gens de bonne foi qui veulent accéder aux responsabilités. Et donc en effet, s'ils sont clairs en disant « nous ne sommes pas dans ce bloc parce qu'il n'a pas de sens », alors la majorité devra construire avec eux. Voilà. Mais vous voyez, sur une base qui est claire, c'est pour ça que j'ai voulu ici, et mon rôle s'arrête là, de dire au fond quels sont les axes et la méthode. C'est quand les axes et la méthode sont clairs, nos compatriotes ne sont pas trompés. Parce que le but, c'est de pouvoir gouverner. Ce qui est malsain dans ce qui est en train de se passer, mais c'est un temps de clarification, c'est que d'abord on voit que les masques tombent, mais ça doit être aussi un moment de vérité, parce qu'on ne peut pas faire des alliances de boutiques pour aller à l'élection en étant en désaccord sur tout. Valérie Leroux de l'agence France Presse. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027, mais le Rassemblement national dont vous avez fait votre combat numéro 1 depuis 7 ans est déjà de facto potentiellement aux portes du pouvoir. Il peut remporter les législatives le 7 juillet au soir. Alors pouvez-vous nous dire où vous, personnellement, avez échoué ces 7 dernières années pour qu'on en arrive là, si je peux le formuler comme cela? Et nommerez-vous Jordan Bardella Premier ministre s'il obtient une majorité pour gouverner au soir du 7 juillet? Alors je sais que vous n'aimez pas répondre à des questions de science-fiction, mais là, ou de politique fiction plutôt, mais là je crois qu'on n'est plus tout à fait dans la fiction. Ça dépend de nos compatriotes tout de même. Hein. Ça dépend de nos compatriotes tout de même, cette affaire. Écoutez, je regarde quand même l'Europe dans laquelle nous vivons, plus généralement l'Occident. Les extrêmes et les démagogies augmentent depuis beaucoup d'années et montent. Alors, je veux bien avoir toutes les responsabilités, mais enfin, en 2016-2017, il y a eu le Brexit, l'élection de président Trump. Je suis heureux que les Françaises et les Français aient fait ce choix-là dans ce moment-là. Mais regardez l'AfD monter en Allemagne, regardez l'extrême droite qui arrive aux responsabilités d'une coalition aux Pays-Bas, regardez la montée qu'il y a dans beaucoup de pays d'Europe, les responsabilités prises aussi en Italie ou ailleurs. C'est un fait européen. Il est lié à quoi? À une inquiétude, des peurs profondes de nos compatriotes. Et je vais être clair avec vous, si je pensais que j'avais tout bien fait, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, je n'aurais pas fait de dissolution, et tout irait bien. Donc oui, j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité dans le fait que sans doute je n'ai pas apporté de réponse assez rapide et radicale à des inquiétudes légitimes qu'avaient nos compatriotes.
au malaise qui existe dans la ruralité qu'on a évoqué, au sentiment de perte de contrôle, de dépossession, aux peurs qui existent, au sentiment aussi de déclassement qu'il y a dans certains de nos quartiers, ce qui fait que le risque, c'est d'aller vers les deux extrêmes. Après, je vois aussi des sociétés et des sociétés médiatiques qui fonctionnent très différemment. Ça, je ne suis pas tout seul responsable. Mais regardez ce qui se passe, et je le redisais quand j'étais en Allemagne l'autre jour, vous étiez d'ailleurs avec moi. Je le crois profondément. Pourquoi les extrêmes montent partout? Pourquoi on a 50% aux extrêmes? D'abord parce que dès qu'il y a un fait divers, il est monté en épingle partout. J'étais à Oradour il y a 2 jours. Je suis au maire d'Oradour, mais il y a des choses dramatiques qui se passent chez vous. Il y a un gros problème d'immigration, d'insécurité. Le maire d'Oradour me dit non. Mais quand les gens sont tous les jours devant la télé ou les réseaux sociaux et voient que c'est orange mécanique à tous les bords, ils se disent ça va m'arriver. C'est ça aussi. Ah, s'ajoutant à cela les problèmes de pouvoir d'achat. Et donc je dis, si on n'a pas aussi une forme d'éthique démocratique du débat, ça ne peut pas marcher. Et donc s'il y a une prime toujours à l'émotion négative, à la surréaction, à l'épisode du moment, je vous le dis, ce qui triomphe, c'est celui qui porte le mieux l'émotion négative. Mais ça ne fait pas un axe de gouvernement. Donc c'est aussi pour cela que je pense qu'il faut l'endiguer par la qualité de notre débat démocratique, et c'est pour ça que je pense que vous avez, les responsables politiques ont dans les 18 jours qui viennent, et l'entre-deux tours, une responsabilité importante dans la clarification. C'est de demander clairement aux gens qu'est-ce que vous allez faire, comment, avec quel argent, avec qui, sur quelle clarté. Et je pense que c'est ça, plutôt savoir est-ce qu'il se marie avec tarte molle ou mâche pro, vous voyez. C'est plus utile pour le pays. Parce que demain, il faudra gouverner. Ensuite, vous l'avez très bien dit vous-même, je n'ai jamais fait de politique fiction. Mais surtout, je n'ai pas l'esprit de défaite. Et moi, ce qui me frappe, quand j'écoute le bruit ambiant du système, toujours, et c'est pour ça que j'ai voulu ce moment de clarification-là, c'est l'esprit de défaite. C'est que les gens disent, c'est terrible, mais ça va arriver. Mais pourquoi? Si les gens ne mènent pas leurs idées avec force, vigueur, clarté, oui, les extrêmes peuvent prendre le pouvoir. Mais il n'y a aucune fatalité. Moi, j'ai confiance dans nos compatriotes. J'ai confiance dans nos compatriotes. Je pense que les Françaises et les Français sont intelligents, voient ce qui est cohérent, ce qui ne l'est pas, savent faire la différence entre exprimer une colère et avoir un projet de sérieux, ont un idéal. Donc je ne crois pas du tout que le pire puisse advenir. Vous voyez, je suis un indécrottable optimiste. Bonjour, Monsieur le Président. Sophie Pader, The Economist. À l'étranger, votre décision de dissoudre l'Assemblée nationale a été mal comprise. La guerre est toujours sur notre sol en Europe. Cette décision n'affaiblit-elle pas l'Europe et l'Ukraine face à la Russie et au pire moment? Écoutez, encore une fois, moi je crois dans la démocratie. Et je pense que nous ne pouvons pas en Europe dire on voudrait gouverner malgré les peuples. Quand vous avez 50% des suffrages qui se sont exprimés, qui vont aux deux extrêmes, qui portent cette vision que vous décrivez, qui n'est pas la mienne sur l'Ukraine et autres, il est légitime de demander un moment de clarification. Parce que sinon, quelle était moi ma légitimité à continuer à dire le gouvernement va s'engager sur telle et telle voie? Nous sommes tous des démocrates, donc on doit respecter le choix de nos peuples. Et là aussi, ce qui est frappant, c'est que tout le monde fait en Europe comme si le pire allait advenir. La réaction de beaucoup de marchés, de dirigeants, c'est la peur de voir le Rassemblement national. Mais nous, en France, notre responsabilité, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, c'est la responsabilité de tous les dirigeants politiques des autres. C'est là où ils font un sursaut, une réaction. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est attention, parce qu'à l'extérieur, ça s'affiche quand même la trouille. Parce que la politique qui est menée actuellement ne sera sans doute plus possible si vous allez vers ce choix. Il faut être clair. Parce qu'en quelque sorte, le débat que nous avons, il oscille de la déréalisation à la peur. Mais il n'y a pas au milieu le chemin d'une éthique de la responsabilité. On fait soit comme si de rien n'était, et le Front National est là, le Rassemblement National est là, et monte, mais tout va bien, on continue, ou de l'autre côté, c'est terrible, ils vont tout prendre. Non, il faut combattre les idées, convaincre les gens, et y aller.
Mais vous avez raison, le Rassemblement national n'a pas la même politique que celle que nous suivons sur l'Ukraine. Vous avez raison, le Rassemblement national a toujours été ambigu à l'égard de la Russie et que je pense que c'est un problème pour l'Europe et pour la France. Après, comme tout dirigeant européen, je crois dans la démocratie et le retour au peuple. On ne va pas diriger nos pays en faisant la dissolution des peuples. Quand j'entends beaucoup de gens, c'est ce qu'ils voudraient. Non, on va juste essayer honnêtement, sincèrement, de convaincre nos compatriotes pour pouvoir avoir des majorités parlementaires et gouvernementales pour faire. C'est ça ce qui est à l'œuvre. Donc je pense que c'est un bon choix. Si le jour d'après, les extrêmes devaient gagner, je pense que la France en sortira affaiblie. Mais si le jour d'après, une majorité claire de gouvernement en sortait, la France serait renforcée. Et nettement par rapport à dimanche soir. Bonjour Monsieur le Président, Rémi Buzine pour Brut. Dimanche, les jeunes électeurs français ont massivement rejeté la liste de la majorité. Chez les 18-24 ans, par exemple, votre candidate a fait seulement 5%. Rapporté à l'abstention, votre score est même à 2%. Ces questions, donc, pourquoi les jeunes Français ne misent pas sur vous pour leur avenir? Comment expliquez-vous cette défiance? Je ne suis sans doute pas le meilleur pour expliquer ces choses-là. Je pense que d'abord, il y a le fait que quand on exprime une colère, on l'exprime toujours vis-à-vis de ceux qui sont en responsabilité. Ensuite, ce qui me préoccupe plus, c'est la part importante de la jeunesse qui est allée à l'extrême droite, ce qui est quand même un fait nouveau par rapport aux dernières élections. Et donc je pense que c'est notre responsabilité plutôt d'aller reconquérir en effet cette jeunesse en montrant la force de notre projet. D'abord sa crédibilité en matière égalitaire, parce que j'ai vu aussi que dans cette jeunesse, y compris dans vos colonnes, si je puis dire, en tout cas dans les réactions qu'il y avait, ce qui était mesuré chez vous, il y avait quand même un vrai sujet sur la sécurité, l'immigration qui ressortait. Donc c'est la réponse que j'évoquais tout à l'heure. Il faut qu'on montre qu'on sait le faire dans le cadre des valeurs de la République. Et après, je pense que sur les questions d'égalité femmes-hommes, d'écologie, on doit apporter une réponse plus forte, crédible, comme celle que j'évoquais tout à l'heure. Il y avait le pouvoir d'achat aussi qui revenait beaucoup. Et le pouvoir d'achat, la précarité étudiante. Bon, tout ça, je l'ai évoqué, c'est ce qui sortira dans la campagne. Après, je fais le même constat que vous. Est-ce que je m'y résous? Non. Et donc, je pense que ça va être le défi, justement, de ce bloc progressiste, démocratique, républicain, d'aller convaincre la jeunesse que, pour elle, le projet qui est porté, et les 5 axes, au fond, que je viens de défendre, sont bons pour son avenir. Et je crois très sincèrement que quand on est jeune aujourd'hui, c'est assez paradoxal de défendre, par exemple, un projet d'extrême droite qui est le reniement écologique et le reniement de l'aventure européenne. Je ne vois pas comment on construit un avenir pour la jeunesse en reniant ces deux impératifs pour notre avenir. Et à l'inverse, je ne vois pas comment on construit un avenir pour la jeunesse avec une politique de sortie du nucléaire, de sortie des réformes économiques et sociales qui appauvrissent le pays, comme le propose l'extrême gauche. Donc je pense qu'il faut les convaincre qu'on a un projet d'avenir pour eux. Voilà. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes juste où? ici. Mohamed Ouassi, c'est à vous, au fond. Voilà, juste Pardon, au fond, mais... Ah, voilà. Monsieur le Président, je prolonge une question qui vous a été posée. Le RN a déjà son Premier ministre supplétif. Est-ce que vous l'avez aussi? Et d'ailleurs, est-ce que vous reconduirez Gabriel Attal, qui est présent aujourd'hui en cas de victoire? Et à l'inverse, en cas de victoire du Rassemblement national, avec une majorité relative, est-ce que vous nommerez le soir du 7 juillet Jordan Bardella? Et par conséquent, si le RN accède à Matignon, est-ce que vous pensez que vous allez être empêché pour poursuivre votre politique de soutien à l'Ukraine? Allez-vous vous résoudre à gérer uniquement l'international et des commémorations à partir du 8 juillet en cas de défaite? Sur votre dernière question, d'abord, la Constitution est claire sur ce sujet et je vous renvoie à celle-ci, ne faisant pas moi-même de politique fiction. Ensuite, moi je pense que c'est bon que chaque projet aujourd'hui soit porté. Le Rassemblement national et ses alliés, Jordan Bardella, la majorité présidentielle, c'est le Premier ministre. C'est pour ça que j'ai décidé, évidemment, je lui ai dit le soir même, de lui faire confiance pour continuer de mener à la fois la conduite du gouvernement, et il le fera avec le collectif gouvernemental et les chefs de parti. Je vous invite à vous poser la question de savoir qui est le candidat du bloc d'extrême gauche et associés.
c'est M. Mélenchon, je pense. Puisque l'accord qui a été signé, c'est 300 circonscriptions LFI. Je le dis juste pour que tous nos compatriotes qui ont voté social-démocrate, verts ou communistes, qui vont dans ce qu'on appelle, je ne me résous pas à appeler ça le nouveau Front populaire, cette alliance à l'extrême droite, disent qu'ils vont soutenir un Premier ministre, s'il devait gagner, qui serait Jean-Luc Mélenchon. Il faut être clair sur qui dirige. On est clair, l'extrême droite est claire. Ensuite, le jour d'après, la Constitution l'est tout autant. Il y a une chambre qui sortira, et en fonction des forces politiques et des équilibres de cette chambre, le président de la République aura à choisir un Premier ministre. Ce n'est jamais les formations politiques qui le dictent au président de la République, ce sont les équilibres qui en sortent. Et ça, ce sera le jour d'après que j'aurai à prendre cette décision. Je prends chaque jour la décision qui est à ce jour-là. Voilà. Bonjour Monsieur le Président, c'est Céla Bougriou pour TF1 LCI. Beaucoup de Français sont aujourd'hui lassés de faire barrage contre le Rassemblement national après votre réélection en 2022. Ceux qui ont voté pour vous sans approuver votre projet se sont sentis parfois trahis. Je prends pour exemple la réforme des retraites. Que leur répondez-vous aujourd'hui? Quelles garanties ont-ils d'être entendus après ce scrutin? Autrement dit, concrètement, quelles concessions êtes-vous prêts à faire à droite comme à gauche, pour ceux qui vous aideraient à battre l'extrême droite? Merci beaucoup. D'abord, j'ai essayé depuis tout à l'heure de ne pas réduire le débat à cela. Je crois très profondément que si on regarde le paysage qui est en train de se composer politiquement, compte tenu du caractère insolite et incohérent de l'alliance qui est en train de se faire à l'extrême gauche et la gauche, d'évidence, il n'y a pas de schéma de gouvernement. Bon. La question, c'est qui gouverne demain le pays? L'extrême droite et quelques associés, ou le bloc démocratique, progressiste et républicain? C'est ça la question fondamentale. Ce n'est pas faire barrage, c'est qui gouverne. Ensuite, vous avez tout à fait raison de traduire ce que certains élus ont pu ressentir, ce que certains de nos compatriotes ont pu ressentir, qui est un peu la règle entre les deux tours d'une présidentielle. On vote ainsi. La méthode que j'ai proposée aujourd'hui est radicalement nouvelle. Et c'est aussi ça ce qui est sur la table. J'ai proposé une vision claire, partagée, au fond un idéal, autour de 5 axes. J'ai pu détailler quelques points, mais je ne suis pas rentré dans le détail, ce n'est pas un programme fermé. Et ensuite, je dis à tous ceux qui veulent rejoindre ce bloc, avant le premier tour ou après, il y a des discussions possibles. Donc ces discussions, il va falloir les formaliser. Et ça veut dire que oui, il y aura des compromis à bâtir. Ce n'est pas des concessions, parce que c'est pour agir. Donc ce seront des compromis. Et c'est là où je disais tout à l'heure à votre collègue, il y a des choses auxquelles on croit, mais si pour bâtir un compromis, il faut pouvoir enrichir, amodier, il faudra le faire. Et c'est ça la grande différence. Parce que c'est aussi une partie de ce qui a été exprimé, je crois, dans les désaccords de dimanche. Ensuite, je pense qu'il faut aussi que toutes les forces qui se réuniront soient au clair sur la lecture du vote de dimanche, la nécessité de réponse au pouvoir d'achat, la nécessité de réponse à l'insécurité et l'immigration, la colère du monde rural, le sentiment de déclassement qu'il y a dans les quartiers, tout ça. Si on se met d'accord sur le diagnostic et sur la vision, on doit bâtir ensuite des compromis efficaces pour gouverner. C'est ça ce qui est très différent. Parce qu'en 2022, l'élection présidentielle, et c'est notre système institutionnel qui veut ça, est en soi un élément de clarification. Les élections législatives qui vont derrière se font sur ce même programme. Et la majorité relative, je le disais, nous a permis d'agir. Mais c'est vrai avec des instruments institutionnels comme l'article 49.3 ou plusieurs autres, qui sont totalement légitimes, mais qui ne permettent pas ces compromis. Là, la méthode est différente, puisque ce qui est proposé, c'est une vision des axes, une volonté de convaincre. Je ne sais pas pourquoi cette lumière s'allume soudainement et si agressivement. Mais derrière, la volonté aussi de convaincre et de rassembler. Donc il faudra des compromis d'action pour le pays, avec des sociodémocrates, des écologistes, des gaullistes, des radicaux, des responsables politiques qui veulent s'adjoindre. Ça ne peut pas être « c'est à prendre ou à laisser ». Monsieur le Président, c'est la dernière question, c'est donc la fin de notre conférence de presse. Je peux même en prendre 2, s'il y en a encore 2. Allez, 2 dernières questions.
Mais qui la donne? J'ai pas de micro, moi. Bonjour. C'est une question au nom des chaînes parlementaires ALCP et Public Sénat. Le fonctionnement de la 5e République fonctionne avec un système de balancier d'alternance. Est-ce que vous n'avez pas cassé ce modèle en choisissant l'ennemi, votre adversaire, le Rassemblement national, et donc casser ce balancier entre la gauche et la droite qui était historiquement celui de la construction de la 5e République? Je ne suis pas sûr que le général de Gaulle se soit totalement retrouvé dans vos propos, pour être honnête. Non, je ne crois pas. Je pense que les partis se retrouvaient dans ce que vous dites. La 5e République, elle a été conçue pour sortir du logiciel des partis qui prenaient le pays en capture. Je vous invite à relire le discours de Bayeux et ce qui s'en est suivi. Non. C'est aussi pour ça que j'ai toujours cru dans le dépassement, le rassemblement. Et je crois qu'on continue de le faire. Simplement, la méthode est différente parce que les temps sont différents. Et ils sont d'une gravité qui implique de changer les choses. Allez-y. Monsieur le Président, Camille Vigogne-Lequat pour le Nouvel Obs. En cas de duel qui opposerait le RN et le Front populaire, est-ce que vous appelleriez à voter contre l'extrême droite ou est-ce que vous pratiqueriez le ni-ni? Et si vous mettez un signe égal entre les deux, extrême droite et extrême gauche, comment demander aux électeurs de gauche de continuer à faire barrage? Alors, je l'ai dit, je ne vais pas faire aujourd'hui répondre aux questions qui se poseront le soir du premier tour et qui seront celles des responsables de la majorité. Mais moi, je vous invite à vous poser et à poser à vos lecteurs une question préliminaire de clarification. C'est comment les électeurs qui ont par exemple suivi M. Glucksmann aux élections européennes peuvent-ils soutenir une alliance qui donne 300 circonscriptions à la France insoumise? Comment les électeurs qui ont soutenu M. Glucksmann, qui a mené une campagne vraiment respectable, digne, avec beaucoup d'idées fortes, peuvent-ils soutenir une alliance qui, par définition, si elle devait l'emporter, proposerait Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre? Cette clarification, elle est d'abord là. Elle est d'abord là. C'est celle-là, la vraie clarification de fond idéologique, individuelle et profonde, pour tous ces responsables politiques. C'est qu'ils se sont battus pendant des mois en expliquant aux Français, on n'est pas pareil. Nous, on est pour l'Ukraine, eux, ils sont pour la Russie. On n'est pas pareil. Nous, on est pour une politique exigeante dans le Proche-Orient. Eux, ils sont totalement pour... Ils ont été jusqu'à justifier le pire, avoir une politique d'antisémitisme. Nous, on n'est pas pareil. On croit dans le respect républicain, le calme des débats parlementaires. Les autres sont devenus antiparlementaristes. Je ne reviens pas sur le nucléaire, sur la vie économique, où ils ne pensent pas la même chose. Pour moi, la clarification qui s'impose entre maintenant et la fin de semaine, parce qu'il y a chaque temps, c'est que tous les responsables politiques sociodémocrates et écologistes se posent la question de savoir s'ils veulent une alliance avec des gens qu'ils ont combattus et avec lesquels ils sont en profond désaccord. Et je vais même aller un cran plus loin. Je pense que la responsabilité des responsables de la majorité, ou des députés sortants, ou des responsables de cette gauche social-démocrate et écologiste, était de dire on ne veut pas de cette alliance impossible, ce serait alors, oui, dès le premier tour, de bâtir avec eux quelque chose et de ne pas mettre de candidats face à eux. Mais ce sujet-là, je pense qu'il y a de l'indignité des deux côtés. Oui, quand vous avez à l'extrême droite des gens qui disent il y a des vrais Français et des faux Français, et quand vous avez à l'extrême gauche des gens qui ont des propos antisémites et qui ne le condamnent pas au sein de l'antiparlementarisme, je dis juste que vous avez des responsables des deux côtés qui sortent de l'adhésion à la République et de ses valeurs. Oui, je vous le dis avec grande clarté. Égal ne veut rien dire, mais ce ne sont pas des gens qui sont républicains. Et donc, je ne vois pas comment un radical de gauche, un social-démocrate, un socialiste, un écologiste et même un communiste peut continuer à faire cause commune avec quelqu'un qui, par ses positions, et qui plus est un dirigeant qui, par ses positions, a montré qu'il n'était plus dans les valeurs de la République. Je vous le dis en toute sincérité. Et ce moment de clarification, c'est celui d'aujourd'hui. Et il se pose pour les responsables politiques d'ici dimanche, avec force. Et si les responsables politiques ont le courage de faire ce choix, la majorité doit avoir alors le courage, dans les circonscriptions concernées, d'y répondre en ne présentant pas de candidat. Je le dis, je pense que c'est ça la clé. Mais si le choix est clair, ensuite, les électeurs auront un choix clair à avoir. Mais c'est ça.
Bonjour Monsieur le Président, Michel Rose de Reuters. Pour beaucoup de nos concitoyens, la dernière cohabitation est très lointaine. On sait que c'est de la politique fiction, que rien n'est gagné, mais vous devrez quand même expliquer quelle est votre conception de la cohabitation et du rôle du président sous une cohabitation. Que feriez-vous si vous aviez un ministre des Affaires étrangères RN? Que feriez-vous si vous aviez un ministre des Armées RN? Que feriez-vous si un ministre de l'Intérieur RN devait gérer les Jeux Olympiques le mois prochain? Merci. Écoutez, la Constitution est claire et je ne vais pas, encore une fois, c'est incroyable cette affaire. C'est de se dire, vous ne voyez que le jeu politique et la contemplation du désastre. Moi, ce qui m'importe, c'est dans le moment que nous vivons, notre responsabilité, c'est de dire quelle est la conséquence pour nos compatriotes. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est de dire, si le Rassemblement national venait aux responsabilités, alors que deviendraient vos retraites? Ils ne sauraient pas les financer, donc elles vont baisser. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, que deviendraient vos prêts immobiliers? Ils vont flamber parce que les taux flamberont. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, là vous n'auriez pas de problème à vous poser sur l'ORTF ou l'audiovisuel public parce qu'ils veulent le massacrer. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, qu'est-ce qui se passerait pour nos valeurs, pour nos compatriotes binationaux, d'origines diverses, vivant dans les quartiers? Et la réponse à cela n'est pas le communautarisme, elle est la République et son universalisme. C'est ça la question d'aujourd'hui. C'est pas de savoir comment ça va se passer quand tout capitulera. Non à l'esprit de défaite, oui au réveil, au sursaut républicain. Nos compatriotes sont des républicains, des femmes et des hommes de bonne volonté. La France s'est toujours tenue ainsi. Et l'esprit de défaite, il a toujours été dans les élites. Toujours. Et il vient des élites. Je vous le dis. Et donc, en faisant ce choix dimanche dernier, j'ai fait le choix de faire confiance dans nos compatriotes, dans leur amour de la République, de la clarté, du débat politique, plutôt que dans les combines et dans l'esprit de démission et de défaite. Parce que moi, je ne l'ai pas. Voilà la responsabilité qui revient à la majorité. Et donc ce sera à la majorité, aux 577 candidats et à tous ceux qui veulent la rejoindre, se rassembler, avant comme après, de bâtir. Je suis confiant dans la France, son avenir. Il ne s'écrit pas dans le rétrécissement, la trahison de ses valeurs, de sa devise ou de ses principes. Il se construit avec exigence, en étant lucide sur la défaite de dimanche dernier, en étant lucide sur la colère qui est exprimée par nos compatriotes, en étant lucide sur le fait qu'il faudra de toute façon gouverner différemment, avec respect, avec calme, avec dignité au service du pays. C'est ce en quoi je crois. Et je crois que ce chemin est non seulement possible, il est souhaitable, et il est à conquérir. Je vous remercie. Merci beaucoup.